Bienvenue, je suis Kelly Mourière, ostéopathe, biokinésiologue animal et fasciathérapeute humain. Je vous présente le podcast Les Lucioles. Nous allons partir à la rencontre d'âmes humaines et animales pour nous faire part de leur chemin, leurs expériences, leurs professions. Nous allons nous intéresser au vivant. Ces Lucioles, mes invités, éclairent le vivant et sont inspirants. C'est pour cela qu'il me tient à cœur de partager ces échanges avec vous. Bienvenue aujourd'hui à un nouveau podcast Les Lucioles. Et si on pouvait communiquer avec nos animaux de compagnie, pour en parler, je reçois Anne-Joséphine Bata, communicatrice animale. Bienvenue. Merci Kelly, bonjour. Bonjour, et du coup, est-ce que, pour que les autres te connaissent un peu, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, déjà, j'habite et j'exerce à Cournon d'Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand. J'ai toujours eu un lien particulier avec les animaux. Depuis toute petite, j'ai vécu entourée d'animaux, notamment de chiens. D'accord. Je possédais, entre guillemets, une guenon. C'est pas banal, ça, oui, quand j'étais petite. J'avais 5 ans à l'époque et j'avais très, très envie d'avoir un singe. Comme il y a des gens qui rêvent d'avoir un chat ou un chien, moi, c'était un singe. Et mes parents, à l'époque, m'avaient fait venir une petite guenon dont la maman avait été tuée par des braconniers. D'accord. Donc, elle a vécu avec nous 3 ans. Et elle venait d'où ? Elle venait de République centrafricaine. D'accord, ok. Et à l'époque, on pouvait finalement, à l'époque, on pouvait, ce qui n'est plus le cas actuellement. Et ouais, heureusement d'ailleurs. Et heureusement, tout à fait. Sinon, il y a déjà assez d'abus, mais... On est bien d'accord. Et donc, j'exerce la communication animale depuis maintenant 14 ans. Ouais. Pour mon plus grand bonheur. Et du coup, toujours en Auvergne ou... Alors, pas nécessairement, puisque je peux pratiquer la communication animale à distance à partir de photos. D'accord. Donc, il y a des personnes de toute la France qui font appel à mes services, voire de l'étranger. Ah oui. Bah oui, donc tu peux travailler à distance. Donc ça, c'est toute la France peut t'appeler. Exactement. C'est ça, allons-y. Alors, pour revenir un peu sur le sujet, du coup, qu'est-ce que la communication... Enfin, sur quel type de communication tu t'es formée ? Parce que je sais qu'il en existe plusieurs et je sais que tu aimes aussi te former et évoluer. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà principalement sur quoi tu t'es formée ? Exactement. Alors, j'ai commencé avec Anna Evans, qui m'a formée à la communication animale intuitive. Alors, Anna Evans, pour situer le contexte, c'est une vétérinaire qui a développé donc la communication animale intuitive, qui propose, qui est conférencière, qui est formatrice également, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur la communication animale et notamment la communication animale intuitive. Donc ça a été vraiment elle qui a ouvert les portes de ce monde-là, si je puis dire, qui m'a ouvert les portes de ce monde-là. Ensuite, j'ai continué à me former avec Mathilda Rossignol, qui m'a permis plutôt de faire le scan physique au niveau des animaux, de plus ressentir un petit peu leur douleur, leurs difficultés sur le plan physique. Je me suis également formée avec Léla Del Monte, Léla Del Monte, qui elle aussi est assez médiatisée, assez connue dans le milieu de la communication animale, avec Laetitia Serrano, qui elle fait beaucoup le lien entre l'effet miroir entre l'animal et l'humain, c'est-à-dire par exemple des pathologies similaires qu'on peut retrouver autant chez l'humain que chez son animal, ou des difficultés émotionnelles qu'on retrouve aussi. Elle fait vraiment le lien entre l'humain et l'animal. Oui, d'accord. Et enfin, avec Anne Thureau, dernièrement, en communication animale par résonance quantique. D'accord. Alors, ça fait beaucoup d'informations. Tout à fait. Du coup, est-ce que déjà, tu peux nous parler de la communication intuitive ? Comment ça se matérialise ? Parce que c'est vrai qu'on a du mal à imaginer. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas du tout comme on peut le voir dans les films, le Docteur Dolittle ou Beethoven. Les animaux n'ont pas un langage humain et je ne parle pas avec eux comme je suis en train de faire avec toi. Pas du tout, pas du tout. En communication animale intuitive, en fait, déjà, je vais me mettre dans un état second, comme un état méditatif.
Je vais me mettre en mode alpha. Ce qu'on appelle le mode alpha, c'est quand on sort un peu de la sieste ou quand on a fait une méditation ou après un bon massage. Voilà, on n'est pas complètement alerte, mais on n'est pas endormi non plus. On est un peu entre les deux. D'accord. Donc, je me mets déjà dans cet état-là, en mode alpha, puisque c'est l'état normal pour les animaux. Quand ils ne sont pas stressés, c'est leur état normal. Donc déjà, je me mets sur la même longueur d'onde qu'eux, finalement. Et puis après, mentalement, en communication animale intuitive, je vais imaginer un lieu dans ma tête, ce que Anne Evans nomme l'espace sacré. Je vais imaginer un lieu qui me plaît particulièrement, dans lequel je vais me sentir bien, et je vais inviter, une fois que je suis dans ce lieu, je vais inviter l'animal à venir converser avec moi. D'accord. Donc, je l'imagine vraiment qui vient à moi. Ok. Du coup, ça te permet, ce lieu que, pour toi, qui est agréable, de te maintenir dans cet état. Donc, tu disais quoi? En mode alpha. Exactement. D'accord. C'est pour t'entretenir dans ce mode. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et donc, du coup, l'animal, du coup, il vient à chaque fois? Alors, il vient pas toujours d'emblée ou spontanément. C'est-à-dire que l'animal, je vais vraiment le visualiser comme il est dans la vraie vie. Si c'est un animal très extraverti, très jovial, sociable, etc., il sera comme ça aussi un peu dans mon état mental. Je le visualise. Si c'est un animal plutôt timide, peureux, il va aussi m'apparaître sous ces traits-là. Et c'est à moi de le mettre en confiance, de lui expliquer ce que je vais faire, pourquoi je communique avec lui, l'intérêt de la communication animale, pour ensuite pouvoir vraiment lui poser des questions et le mettre à l'aise, et que par ce biais, il puisse aussi me donner des informations. Alors, tu nous expliquais que, du coup, la communication n'est pas comme toi et moi là actuellement. Tout à fait. Du coup, ça se matérialise comment? Je vais envoyer des images à l'animal, où je vais lui poser carrément des questions en langage humain, mais par contre, ses réponses à lui vont m'apparaître plutôt par des images, par des sons, par des sensations physiques également. Je peux, par exemple, ressentir une gêne, je sais pas, à l'épaule, ce qui va correspondre à une gêne que l'animal ressentira aussi à l'épaule. Je peux sentir des odeurs, je peux sentir des goûts aussi. Donc, en fait, les réponses me parviennent par les 5 sens. Et ce sont ces réponses-là qui me parviennent par mes différents sens que je retranscris en langage humain. D'accord. Ok, très bien. Et du coup, je me suis posé la question, mais généralement, on t'appelle pour quel motif? Alors, souvent pour des problèmes de comportement. D'accord. Par exemple, mon chat fait pipi partout, et notamment sur les affaires de mon conjoint. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois comprendre? Voilà, exactement. Mon chien aboie sans cesse. Pourquoi? Le cheval ne veut pas monter dans le vent, le camion de transport. Je fais de la compétition avec mon cheval et je voudrais le préparer à cette compétition. Et également, je vais faire garder mon animal parce que je pars en vacances. Je voudrais le prévenir que quelqu'un va venir s'occuper de lui, ou qu'il va être en gardiennage. Et oui. Et par contre, ma question, ce que ça évoque là tout de suite, du coup, c'est, tu vois, par exemple, cette personne qui te dit, je dois le faire garder en pension parce qu'on part en vacances, etc. J'aimerais qu'il le sache, mais pourquoi, du coup, quand elle le dit, ça pourrait pas se transmettre, tu vois? Oui. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, que quand c'est pour ses propres animaux, il y a comme un filtre. D'accord. Et c'est parfois difficile de communiquer clairement avec ses propres animaux, qu'il s'agisse d'ailleurs de communication animale ou pas. Ou même nos proches. Ou même nos proches. Parler humain. Exactement. C'est ça. logique. Il y a vraiment un affect qui fait que parfois, c'est un peu, la connexion, elle est un peu brouillée. Et puis d'autre part, parfois, l'animal a vraiment besoin qu'on se branche sur sa fréquence à lui. C'est un peu comme une fréquence radio. Il a besoin qu'on se branche sur sa fréquence à lui. Et ça va être plus facile de le faire par le biais de la communication animale que par le biais de la communication, comme on est en train de le faire toutes les deux. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Merci, franchement. Et puis, je voulais revenir aussi sur l'autre forme de communication que tu as apprise, donc sur la résonance quantique.
pareil, j'aimerais bien Oui. comprendre. Alors, la communication animale par résonance quantique, en fait, elle ne fait pas intervenir mon mental à proprement parler. D'accord. Autant donc en communication animale intuitive, je vais imaginer cet espace un peu de recueillement qui me permet de rester en mode alpha et ensuite de converser avec l'animal. La communication animale par résonance quantique, c'est le fait de plus vraiment ressentir les énergies d'animal. Je me branche, entre guillemets, directement sur les énergies de l'animal. Alors, pour que ce soit plus clair, Oui. tu as peut-être déjà expérimenté, Kelly, par exemple, d'être dans une réunion, que ce soit professionnelle, familiale, peu importe, enfin, en tout cas, une réunion. Et puis, il y a une personne qui va rentrer dans une pièce. Et là, tout le monde s'arrête de parler. Cette personne-là, elle dégage quelque chose. On dit qu'elle dégage du charisme. D'accord? Oui, On sent qu'il se passe quelque chose. Et d'une certaine façon, tout le monde s'est branché à l'énergie de cette personne. C'est waouh, elle en impose. Et ben la résonance quantique, c'est ça, ni plus ni moins. Okay. C'est je branche mes antennes et qu'est-ce que je perçois vraiment instantanément de l'animal. Et ensuite, tout comme en communication animale intuitive, je vais pouvoir aussi lui transmettre des messages, lui poser des questions. Et les réponses vont aussi m'arriver par mes différents sens. D'accord, ok. C'est une autre manière de percevoir. C'est une autre manière de percevoir et d'entrer en communication, d'entrer en contact. Nous, les humains, nous pouvons parler plusieurs langues. Nous pouvons parler en français comme on est en train de le faire, mais on pourrait très bien parler en anglais, en russe, en chinois. Finalement, c'est un peu la même chose. Mais in fine, c'est une forme de communication. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et après, ensuite, tu as parlé également, à un moment donné, de l'effet miroir. Tout à fait. Et du coup, tu le rencontres souvent dans tes consultations, cet effet miroir-là que tu parlais sur l'humain et l'animal? C'est très, très fréquent. Ouais. C'est même incroyable. Souvent, d'ailleurs, on se dit tel maître, tel chien. Et il y a même même au niveau du faciès, des physiques, il y a des fois un peu comme une symbiose qui s'opère. Comme si on recherchait une ressemblance. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc cette ressemblance, on peut la trouver au niveau physique, même comme je l'expliquais tout à l'heure, par exemple, une personne va avoir une douleur à l'épaule, et le chien, bizarrement, va aussi avoir une douleur à l'épaule. La personne a mal au genou, son chien aussi développe une pathologie au genou. Des choses comme ça. Et à l'inverse? Est-ce que c'est possible aussi, enfin, tu vois, que par exemple, le chien a mal à l'épaule et du coup, la personne, son gardien, développe un problème à l'épaule. Alors, c'est moins fréquent. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus fréquent dans l'autre sens. Pourquoi, du coup? Parce que nos animaux de compagnie, je fais vraiment le distinguo entre les animaux sauvages et les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie sont en lien avec les humains. Donc, forcément, il y a des similitudes qui vont plus s'opérer. Nos animaux de compagnie, généralement, nous aiment tellement, mais tellement qu'ils prennent sur eux certains maux que nous avons, certaines pathologies. Et ça, ils le font par amour. D'accord. Ça ne veut pas dire que les humains n'aiment pas leurs animaux, mais c'est un peu comme si le canal était un peu à sens unique, si je peux dire. D'ailleurs, c'est pour ça que certainement les gens aiment tant les animaux fidèles, qui leur apportent... complètement. Enfin, je sais pas, c'est une réflexion que je me fais comme ça, peut-être que c'est pas ça du tout. Mais je trouve si, c'est une réflexion qui a du sens. Ouais, en tout cas, c'est vrai que j'ai souvent remarqué que certains humains avaient soit des pathologies vraiment, donc des problèmes physiques, ou soit peut-être plutôt des difficultés émotionnelles, et que je pouvais aussi retrouver chez l'animal. L'animal porte aussi certains maux de la personne. Alors, des fois, il va porter un peu pour soulager d'une certaine façon la personne, mais des fois, c'est parce qu'il est tellement en contact avec la personne que finalement, il baigne un peu dans ses énergies. Ouais. J'emploie le terme d'énergie, il n'y a rien d'ésotérique. C'est vraiment, on ressent les choses. Et après, c'est pas une forme aussi de mimétisme, parce que les animaux sont c'est beaucoup dans le non-verbal. Enfin, le non-verbal, en tout cas, quand ils nous observent beaucoup dans notre posture, etc. Donc, peut-être. Et je voulais aussi aborder avec toi un point que je trouve important et qu'on en parle peu, c'est la fin de vie des animaux. Et du coup, moi, je voulais savoir un petit peu dans ces cas-là, je pense que tu interviens dans ces cas-là. Complètement. Et qu'est-ce qu'on te demande en fait? Si tu as un exemple ou une anecdote. Alors, parfois, pour la fin de vie, certaines personnes vont me demander de communiquer avec leur animal
pour savoir si c'est le moment pour lui d'être euthanasié ou pas. C'est très difficile de faire le choix d'euthanasier son animal quand vraiment on est attaché à lui. Il y a des humains qui sont vraiment pas prêts à laisser partir leur animal. Et parfois, encore une fois par amour, l'animal va lutter parce qu'il sent que son humain n'est pas prêt à le laisser partir. Ah ouais, il est vraiment dévoué. Et mais dans plus de 90% des cas. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Donc, mon rôle n'est encore une fois pas de dire qu'il faut euthanasier ou qu'il ne faut pas euthanasier. Ça, c'est très clair. Et d'autre part, je ne me substitue pas non plus à un vétérinaire. Si le vétérinaire dit que il n'y a plus d'espoir et que l'animal souffre trop, vraiment, je dis toujours qu'il faut écouter le vétérinaire. Oui. Par contre, ça n'empêche pas de communiquer avec l'animal, déjà pour lui transmettre un peu des dernières choses qu'on aurait envie de lui transmettre, un peu comme un défunt, finalement, comme une personne ou en fin de vie aussi, à qui on a envie de transmettre des messages d'amour avant qu'il parte. Et puis, ça permet vraiment de savoir aussi ce que ressent l'animal. Est-ce qu'il est prêt, lui, à partir ou pas? Voilà, ce sont juste les informations que je transmets. Mais encore une fois, je sais rester à ma place. Je transmets ces informations. Oui, c'est important. Toujours, si l'animal souffre trop ou si le vétérinaire dit que là, vraiment, c'est plus possible de faire autrement, il faut vraiment écouter soit l'animal, soit le vétérinaire. Alors, d'accord, ouais, c'est légitime là, c'est totalement ce qu'il faut faire de toute manière. Mais et je me posais la question, est-ce que t'es déjà intervenu, on va dire un peu sur au moment de l'euthanasie avec le véto, est-ce que on t'a déjà appelé pour l'accompagner, pour rassurer le chien pendant que l'euthanasie va se pratiquer chez le vétérinaire ou pas? Est-ce que tu as déjà vécu ça, toi? Non, dans les quelques minutes qui restent ou vraiment juste avant l'euthanasie, jamais. Ouais. C'est plutôt soit dans les jours précédant l'euthanasie ou les heures précédant l'euthanasie, si celle-ci est vraiment programmée à telle heure. C'est généralement plus dans les quelques jours précédant l'euthanasie. Oui, puis ça aide l'humain à se préparer finalement. Ça aide aussi l'humain à faire son deuil. Je pense qu'il t'appelle pour son chien, mais au final, c'est indirectement et c'est... Mais c'est aussi pour lui. C'est pour lui. Pour aussi, ouais. Pour commencer, c'est pas toujours évident, mais commencer à faire un travail de deuil. D'accord. Ouais. Ça doit être psychologiquement pas évident. C'est difficile, c'est éprouvant. Il faut vraiment aussi faire preuve de beaucoup de tact et de bienveillance. Et puis même personnellement, de recul aussi, parce que c'est quand même des situations, tu sais, émotionnellement, c'est... Je pense c'est prenant. C'est prenant. C'est exactement, c'est prenant, tout à fait. Du coup, toi, tu as des animaux aussi. Exactement. J'ai une chatte, j'ai 2 chiennes et des poissons. Et du coup, est-ce que tu communiques comme ça avec tes propres animaux? Alors, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est avec ses proches, que ce soit ses proches humains, ses proches animaux, c'est toujours plus difficile parce que il y a un biais affectif et un biais mental. Je peux communiquer parfois avec mes animaux, mais pour des choses très basiques. Là, je vais les prévenir, par exemple, que nous partons en vacances. Il y a 15 jours, nous sommes partis en vacances. Je leur ai transmis le message que nous allions partir en vacances, que nous allions revenir et qu'il y aurait une dog sitter à domicile pour prendre soin d'elle, puisque ce sont des femelles. Ouais. Voilà. Mais par contre, quand il va y avoir un peu plus d'implication émotionnelle, je ne le fais pas. D'accord. J'ai pas le recul nécessaire. Ça se comprend. Oui. Donc, dans ce cas, je préfère déléguer à des collègues. C'est bien. Du coup, pour toi, qu'est-ce qui représente le lien avec l'animal? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, ce lien avec les animaux? Déjà une force. Voilà, pour moi c'est quelque chose d'essentiel. J'ai grandi avec des animaux, je ne me verrai pas être sans animaux. Oui. Et puis je trouve que ça nous rend encore plus humains finalement. Pour moi, les animaux nous permettent à nous les humains de développer de l'empathie, de la bienveillance, finalement ils nous font aussi travailler sur nous. Ouais, c'est vrai. Ils nous font évoluer, ils nous font travailler sur nous. Ils peuvent développer notre sensibilité aussi. Enfin, ils vont nous aider à développer aussi nos propres qualités humaines. Oui, c'est vrai, je suis complètement d'accord. Puis la patience aussi, je trouve. Beaucoup de patience, oui. Ouais, surtout les gens qui prennent des jeunes chiens, par exemple, je pense qu'il faut bien réfléchir. Est-ce que déjà on a du temps, l'espace, mais aussi la patience, je trouve, pour ça. Même si vous êtes là, soit les éducateurs ou
vous, en communication animale, qui est d'un grand soutien, moi je le vois, du coup j'allais y venir, comment je rebondis, oh là là. Du coup, tu travailles en réseau avec des professionnels, énormément. Donc, avec des ostéos animaliers, si l'animal m'exprime une douleur, je vais donc faire part de cette douleur à son humain. Mais après, c'est pas moi qui vais faire quoi que ce soit. Oui. Donc, c'est par exemple l'ostéopathe, s'il y a vraiment un besoin en termes d'ostéopathie, ou le vétérinaire. Je travaille aussi avec des vétérinaires. Je travaille aussi avec des éducateurs canins, parce que c'est pareil. La communication animale permet de mettre en lumière des fois certaines difficultés. Donc, problèmes de comportement, il peut y avoir donc des problèmes de santé. Mais encore une fois, il faut aussi de l'éducation, notamment quand ce sont des chiens. Un chien s'éduque. Et c'est pas juste en lui transmettant le message de ne plus manger les chaussures ou de ne plus aboyer ou que sais-je, que ça va suffire. Derrière, il faut de l'éducation. Mais c'est bien parce que je trouve que la communication, du coup, elle peut permettre aussi de mettre en lien, un peu comme, pas une généraliste, mais tu vois, de permettre aussi de dire, voilà, moi, j'ai envoyé le message, il l'a reçu, etc. Mais il y a aussi besoin, et là, tu permets aussi d'orienter en disant, voilà, là, il faut peut-être voir pour l'éducation ou voir avec le véto. Tu crées le lien, en fait, le pont aussi avec les autres professionnels. Toujours. Ouais, ça, toujours. Et parce que je trouve que la communication animale est un outil fabuleux. Mais ça ne résout pas tout. C'est des fois un peu l'erreur de certaines personnes qui font appel à moi, qui me disent voilà, j'ai tout essayé et vraiment vous êtes mon dernier recours, ou voilà, j'aimerais que vous expliquiez à mon chien qu'il cesse tel ou tel comportement que je trouve inapproprié. Attention, c'est pas une baguette magique. Et aussi, ce que j'explique aux personnes, c'est que d'accord, je vais transmettre certains messages aux animaux, mais il y a peut-être aussi une part de l'humain qui doit être faite. Il y a peut-être des choses à changer, à modifier dans l'alimentation, dans l'environnement de l'animal, pour que le comportement inapproprié cesse. Oui, c'est pas juste l'animal, c'est l'humain quand il faut qu'il ait conscience qu'il aura aussi sa part à faire. Toujours. Ce qui est normal, comme dans toute relation, j'ai envie de dire, normalement. Tout à fait, sauf que dans la relation avec un humain et un animal, des fois les humains n'ont pas conscience de ça. Ils ont plus conscience que c'est l'animal qui devrait changer quelque chose plutôt qu'eux-mêmes. Oui, et du coup, ils se disent, Anne-Joséphine, elle va nous sauver, ça va être la baguette magique. Or, non, c'est pas du tout ça. C'est bien de le rappeler, d'ailleurs. Je trouve que c'est un point important, je le dis toujours. Quand je me rappelle notamment d'un chien que j'avais eu en séance de communication animale, alors qui exprimait déjà, par exemple, une douleur. Et une douleur articulaire. Donc, j'avais conseillé de faire appel à un ostéopathe animalier. Et la personne, au bout de 15 jours ou 3 semaines, ne l'avait toujours pas fait. Et je lui ai précisé que la communication animale n'allait pas enlever la douleur du chien. Et du coup, elle l'a entendu. Et elle a mis plus de temps encore avant de vraiment bouger. D'accord. Ça va. Et donc, tu t'accompagnes. Donc là, on a compris que tu communiquais avec les animaux, et puis que finalement, tu avais aussi une action chez l'humain, en expliquant qu'il faut qu'ils mettent aussi la main à la pâte, j'ai envie de dire. Exactement, tout à fait. Et à côté, ce que je voulais faire le pont, en gros, c'est que tu proposes aussi des soins aux humains. Oui. Moi, je trouve ça très bien parce que c'est complémentaire, en fait. Là, moi, je trouve que le lien, là, il est complet, finalement. Je suis kinésiologue. Voilà, je suis kinésiologue, alors aussi bien pour les humains que pour les animaux. Cette finalement double compétence, double casquette me permet d'avoir un discours aussi peut-être plus clair, plus structuré en communication animale, et de vraiment aider à bien transmettre le message aux humains, et aussi de les aider eux. Puisqu'encore une fois, la communication animale, c'est aussi pour moi parfois un outil de développement personnel pour l'humain. Ah bah oui. L'animal va faire prendre conscience à son humain qu'il y a peut-être des fois entre guillemets, des choses à régler. Et je pense notamment à un chat avec lequel j'ai communiqué récemment, qui, à la fin de la communication, m'expliquait que son humaine avait des choses à régler avec son papa. Il s'agit d'une dame âgée qui a presque 80 ans,
D'accord. Et quand je lui ai transmis cette information, elle m'a dit « Je suis bluffée parce que je crois que ça faisait longtemps que j'attendais que quelqu'un me dise ça. » Et quand je lui ai demandé quelle relation elle avait avec son père qui était décédé, elle m'a dit « J'ai toujours eu peur de mon père et je garde toujours ça en moi. » Et finalement, elle a différentes. Enfin, elle a été très marquée par la relation avec son père. Et son chat était là pour lui dire, tu vois, maintenant il est temps de t'en libérer. Ouais, comme quoi, vaut mieux tard que jamais. Exactement, mais tout à fait. Et du coup, après, cette personne, tu l'as accompagnée, toi Je l'ai pas accompagnée personnellement, mais je lui ai recommandé de faire appel à quelqu'un d'autre qui, selon moi, était plus en capacité de l'aider. D'accord, très bien. Écoute, Anjo, je pense qu'on a fait le tour de ton parcours, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose. Eh ben, j'aurais bien envie de partager quelques anecdotes. Ah bien sûr, attends. Parce que je trouve que des fois c'est bluffant ce que les animaux peuvent révéler. Oui. Il y a déjà le cas de ce chat, comme j'ai dit, qui mettait en exergue la relation de la dame avec son papa. Oui. Et puis une fois aussi, donc j'ai été contactée par un couple pour leur chienne Rottweiler, qui faisait mine de creuser avec sa patte le sol dans le salon. Donc évidemment, je faisais mine parce qu'elle pouvait pas creuser pour m'en parler, mais elle agitait la patte comme si elle voulait creuser, et donc elle faisait ce mouvement devant un meuble précis du salon. Ah ouais, c'était toujours au même. C'était toujours au même endroit, donc il comprenait pas ce qu'il y avait. Et en communiquant avec cette chienne, elle m'a montré un objet qui était dans le meuble, et il s'agissait d'une vitrine en fait. Elle m'a montré un objet qui était dans ce meuble, et elle me montre que cet objet est particulier et que il a été déplacé, il a fini par être déplacé, et que depuis finalement qu'il a été déplacé, elle a moins envie de faire ce geste-là. Je transmets cette information. Ah ouais, oui, Et là, les personnes me disent, cet objet, c'était une urne, et c'était une urne dans laquelle il y avait les cendres de notre ancien chien. Et en fait, la chienne sentait les cendres, sentait l'odeur. Ouais. Et donc, elle creusait, elle voulait aller voir ce qu'il y avait de plus près, en fait. Ouais. Elle sentait l'odeur de l'ancien chien. Et effectivement, ils m'ont confirmé qu'ils avaient déplacé l'urne, et que depuis qu'ils l'avaient déplacée, elle avait arrêté ce comportement. D'accord, c'est dingue. Ou un autre cas de figure aussi, là, ça va un peu plus toucher à la santé. Une dame m'a appelé pour son chien qui toussait. Le vétérinaire l'avait mis sous cortisone pendant 15 jours. Le traitement avait bien fonctionné, il ne toussait quasiment plus. Par contre, dès la fin du traitement, il s'était remis à tousser. Et personne ne comprenait, ni la dame, ni le vétérinaire. En communiquant avec le chien, l'information que j'ai eue, c'est qu'en fait, la dame vaporisait un désodorisant dans la pièce, et notamment sur la panière du chien, pour, me disait-elle, que ça sente meilleur. Et en fait, ce sont ces odeurs-là qui le dérangeaient. Donc, j'ai demandé à la dame si effectivement elle vaporisait un désodorisant, ce qu'elle m'a confirmé. Je lui ai demandé de faire l'expérience, d'arrêter et de voir ce que ça allait donner. Elle l'a fait le jour même. Le lendemain, elle m'a rappelé en me disant « Votre truc, c'est magique, il a arrêté de tousser. » Excellent. Ça va permettre d'avoir accès à des informations auxquelles ni le vétérinaire ni la dame n'ont accès. Enfin, la dame, elle le sait qu'elle a Paris, mais elle n'a pas tout le lien, en fait. Ouais. Et le vétérinaire va pas forcément penser à demander si elle vaporise du Febreze. Alors, pardon, j'ai dit la marque, du désodorisant. Mais voilà. Ça a permis. Oui, non, mais bien sûr. Enfin, et c'est pour ça que c'est hyper génial. Non, mais c'est trop drôle, trop drôle. Mais c'est magique qui tousse plus. Bah oui. Oui, exactement. Bon, voilà, l'aérosol, quoi. Ou encore, dernièrement, un chat qui faisait pipi uniquement sur les affaires du monsieur. Voilà. Ah oui, c'est la dame, on veut la fin de celle-là. Et donc, la dame me dit, mon chat ne fait pipi que sur les affaires du monsieur. D'accord ? Ouais. Alors, je vois déjà que ce chat vivait aussi avec une chatte. Okay. Et l'information qu'il me transmet, c'est que la chatte, c'était la chouchoute, en fait. Et que lui, mais la chouchoute notamment dans le cœur du monsieur. Et que lui n'avait pas sa place. Et en fait, en adoptant ce comportement-là, il voulait montrer qu'il vivait une forme d'injustice. D'accord. Et il voulait aussi attirer l'attention sur lui. Alors, c'est parfois comme les enfants qui vont attirer l'attention en faisant des bêtises. Ils le font inconsciemment. C'est pas la meilleure façon, mais c'est une façon qui fonctionne.
puisqu'effectivement, on fait attention à eux. Bah, c'est vrai. Et ben là, c'était la même chose. C'était regarde-moi. Il n'y a pas qu'elle, en parlant de notre chat, moi aussi je suis là. D'accord. Mais du coup, par rapport aux émotions, aux sentiments, nous, on les connaît, les nôtres, ça va être la colère, enfin la tristesse, la joie, etc. Chez les animaux, c'est comment en fait? Parce que on entend de tout. Oui. Enfin, selon toi, après. Alors, selon moi, les animaux, bien sûr, sont. Alors maintenant, on dit, ce sont des êtres doués de sensibilité, tout à fait, et qui sont capables de ressentir des émotions. Alors, sans faire non plus d'anthropomorphisme, c'est-à-dire de projeter des émotions humaines sur les animaux, comme par exemple, un cas typique d'anthropomorphisme, je rentre chez moi, mon chat ou mon chien a fait une bêtise, il sait qu'il a fait une bêtise, parce qu'il a la tête baissée, etc. Non, ça c'est l'anthropomorphisme. Il sait pas forcément qu'il a fait une bêtise. Oui, ça c'est nos codes à nous. Ça, ce sont nos codes. Ouais, pour l'animal, il sent juste qu'il y a quelque chose, il y a une tension, il sait pas ce qu'il y a dit sur la posture, il va ressentir. Ouais. On n'a pas besoin forcément de parler à un animal, il ressent ce qu'on dégage. Donc il sent qu'il y a quelque chose qui est pas net. Donc ça c'est de l'anthropomorphisme quand on dit mon chien fait ça ou ça parce que mais par contre les animaux peuvent tout à fait ressentir de la jalousie, de l'injustice, alors j'allais dire de la colère, mais la colère au sens où protection de ressources parfois. Et la ressource c'est pas forcément que l'alimentation. Des fois ils en ont rien à faire. Par contre, la ressource, ça peut être aussi l'humain, les câlins prodigués par l'humain. D'accord, oui. Ça peut être les sorties, ça peut être les friandises. Oui, ça donc peut ils sont capables de ressentir certaines choses. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'infos là-dessus. Enfin, tu vois, les gens quand ils prennent des chiens, etc. Finalement, enfin, pas tous évidemment, mais la plupart savent pas trop finalement. Ils se disent qu'ils ont un chien de compagnie, mais il faut comprendre que eux aussi ils ont des codes, une manière de fonctionner, une manière de voir les choses et de s'y intéresser, c'est hyper bien. Et en passant par toi, par exemple, oui, je trouve que je trouverais ça intéressant en fait que les gens se disent, je vais pas qu'appeler une communicatrice animale pour dire que mon chien il arrête de faire pipi, mais plutôt de comprendre quels sont les codes. Tu vois, et moi, ou même de créer des formations. Enfin, je lance petite graine là, mais avec un éducateur par exemple, et que toi, en communiquant avec ce petit groupe, ça rappelle les codes des chiens et que les humains comprennent mieux, quoi. Exactement. Du coup, ça serait vraiment. Je pense que la communication animale, elle aide vraiment. Dans la relation entre l'humain et l'animal, elle n'est pas dédiée qu'à l'animal. C'est ça. Pour moi, elle est vraiment dédiée aux deux. Il y a des personnes qui font appel à moi aussi parce qu'ils ont adopté, par exemple, un chien à la SPA et que le chien est très peureux parce qu'il a vécu de la maltraitance ou autre. Et il arrive que certaines personnes se disent moi je suis gentil, moi je suis un humain gentil, je suis là pour lui faire du bien, il devrait le sentir, il devrait comprendre. Et finalement, quelque part, alors je vais grossir le trait, mais ce que l'animal a vécu avant, ces traumatismes, ça devrait être du passé pour lui. Mais ça fonctionne pas comme ça. Non, c'est clair. Et il faut aussi du temps, de la patience, de la douceur. Oui, c'est pas un acte psychomagique. C'est pas un acte psychomagique, exactement. C'est pas parce qu'on est une bonne personne, qu'on aime vraiment l'animal et qu'on veut le sauver, que tout de suite l'animal va capter ça aussi. Mais oui. Il a été traumatisé par un humain. Tout comme une personne a pu être mordue dans l'enfance par un chien et va développer une peur des chiens, un animal qui a eu de mauvaises interactions avec les humains va garder ça ou peut garder ça pendant très longtemps, même si après, il interagit avec d'autres humains qui sont, eux, bienveillants. Ah oui, mais complètement. Et donc, il faut l'aider. Voilà. Ça prend du temps. Ouais. Quand on prend un jeune chien, un chiot, par exemple, de 2 mois, qui vient tout juste d'être sevré, parce que des fois, c'est pas 2 mois pile poil, mais qui vient tout juste d'être sauvé, c'est un bébé. Donc, il pleure, il a besoin d'être rassuré, il a été séparé de sa maman. Oui, et ça peut être aussi un gros traumatisme. Ouais. J'ai communiqué avec des animaux qui avaient été vraiment traumatisés par la séparation brutale avec leur maman, avec leur mère. Ça aussi, on s'en rend pas compte. Ouais, c'est ça. C'est hyper important. C'est vrai, on n'en a pas parlé du sevrage et puis de la séparation au moment où on adopte, mais que ce soit pour les chevaux. Est-ce que, pareil, je pense aux vaches laitières, par exemple. Tout à fait. Je pense, je sais pas si tu as eu l'occasion. Alors, je communique moins avec les animaux de ferme. Ça m'est arrivé une seule fois. Ouais. Mais les espèces pour lesquelles on fait appel à moi, ce sont plutôt les chevaux, les chats et les chiens. D'accord. Majoritairement. Ok. Et tu arriverais à communiquer avec
un troupeau entier pour, par exemple, créer une harmonie de troupeau, par exemple, ou tu sais, comme on met les petits veaux tous ensemble, ça, c'est possible? C'est tout à fait possible de le faire en communication animale. Oui, voilà. Exactement. On envoie l'info, hein. Juste au passage. Je voudrais aussi donner un dernier exemple par rapport aux émotions des animaux aussi. Des fois, nous, les humains, on comprend pas certains comportements. Et puis on se dit, finalement, c'est qu'un animal. Il doit pas ressentir grand-chose d'une certaine façon. Je me souviens d'avoir communiqué avec une chatte. Alors, c'était une chatte de race. D'accord. Que l'humaine voulait faire saillir. Et avec un chat de race, de la même race. Hein, c'était des chartreux. Donc la personne, la dame me dit, oh là là, j'ai trouvé un beau mâle pour ma chatte. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau, il est lof, il est parfait en fait. Et ma chatte n'en veut pas. Quand il s'approche de lui, elle lui donne des coups de griffe. Elle est même assez virulente. Donc j'aimerais comprendre pourquoi elle fait ça. Et la chatte me dit, ah non mais qu'est-ce qu'il est rustre celui-là. Il n'a aucune manière. En fait, vraiment, son abord n'était pas bon et il y avait vraiment quelque chose qui ne collait pas entre deux. Ça ne matchait pas comme des fois entre certaines personnes. Il y a des personnes avec lesquelles ça va coller tout de suite et d'autres avec lesquelles pas du tout. Entre animaux, c'est exactement la même chose. Or, cette chatte était tombée presque raide dingue amoureuse d'un chat de gouttière. Au grand désespoir de sa gardienne. Mais vraiment, alors le chat de gouttière, elle le trouvait fantastique, il était rigolo, il était jovial, il avait toutes les qualités du monde, alors que le chat de race, vraiment, ça collait pas du tout, c'était un chat qu'elle ne sentait pas. Vous voyez, donc des fois aussi on veut faire saillir certains animaux, alors que ça ne fonctionne pas au niveau alchimie, si je puis dire. Hein. Oui, voilà. Donc pareil, il faut que les gens aient conscience que c'est pas parce qu'on apporte n'importe quel mâle que ce sera OK pour la femelle. Et inversement aussi. Et le mâle peut très bien aussi ne pas avoir envie. Enfin bon, c'est bien en fait de repositionner les choses un peu pour qu'on comprenne que si en plus il y a eu cette loi qui sont doués d'une certaine sensibilité, c'est qu'il y a des choses derrière qu'il faut aller creuser et comprendre les animaux. Exactement. En tout cas, je voulais te remercier pour ton partage. Avec grand plaisir, Kelly. Et puis moi aussi, je voulais préciser donc que nous travaillons aussi toutes les deux en réseautage. Hein, tu es communicatrice, tu es ostéopathe animalière. Tu fais peut-être l'exercice. Après, ça peut peut-être y venir. Tu es ostéopathe animalière, je suis communicatrice animalière et je trouve que justement ce partage fonctionne bien, cet échange fonctionne bien. Oui, je trouve aussi. Moi, ça m'apporte une aide très précieuse et puis pas qu'à moi, parce qu'on travaille aussi avec des vétos en commun. Tout à fait. Et puis ça crée une dynamique entre nous. On peut reparler des cas. Oui. Et puis j'ai remarqué aussi par rapport aux personnes que l'on accompagne, eux, ils apprécient aussi. Enfin, moi, ils me l'ont déjà dit plusieurs fois, qu'ils apprécient que on se connaisse, qu'on échange, et ça fait un suivi de soins qu'ils aiment beaucoup. Exactement. Donc, oui, moi, de toute façon, moi, j'adore travailler en réseautage, de toute façon, avec différents types de professionnels, voilà. Et ça a une grande aide, vraiment, la communication animale. Merci beaucoup. Et grand plaisir. Merci aussi de m'avoir interviewée. Avec grand plaisir. Et merci de nous avoir écoutés. Bonne journée à vous. Merci à notre invité pour son partage et sa générosité. Vous pouvez retrouver le podcast Les Lucioles chaque premier dimanche de chaque mois sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Bon dimanche à vous.